Tu as probablement déjà vu des vidéos comme celle-ci où des Japonaises affirment que ce n'est pas de l'infidélité si leur petite amie fréquente des filles de nuit et où chaque réponse sur la trahison semble plus étrange que la précédente. 日本ならではの文化じゃないけど、やっぱり有名じゃないですか。風俗とかっていうのが。 Il y a quelque temps, j'ai réalisé une vidéo sur les raisons de ne pas épouser une japonaise. Cependant, je n'avais pas approfondi le sujet de l'infidélité au Japon. La réalité, c'est que l'infidélité est très répandue au Japon. Elle est bien plus acceptée que tu ne l'imagines, et plusieurs raisons expliquent ce phénomène. Dans cette vidéo, je vais te révéler un sombre secret de nombreuses japonaises mariées et t'expliquer pourquoi tant de Japonais trompent leurs partenaires et pourquoi, d'une certaine manière, la société japonaise le tolère. Ce sujet est controversé, mais il est aussi fascinant. Regarde donc la vidéo jusqu'au bout pour mieux comprendre et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, afin de ne rien manquer des prochaines vidéos. Le Japon est l'un des pays où l'infidélité est perçue comme quelque chose d'acceptable, voire, dans certains cas, comme une chose pas si mauvaise. En fait, beaucoup pensent même que le fait d'avoir des relations avec d'autres personnes peut être bénéfique pour le mariage. Il existe des études qui le confirment, ce n'est pas une invention. Mais attention, car les choses deviennent encore plus troublantes. De nombreux témoignages relatent des cas d'infidélité et de double vie au Japon. Mais ce qui m'a le plus frappé dans certaines enquêtes, c'est que 84% des femmes et 61% des hommes affirment que leurs aventures extra-conjugales sont bénéfiques pour leur mariage. Tu n'as pas mal entendu. Ils pensent que cela renforce leur relation. Il y a plusieurs raisons principales pour lesquelles ces pratiques sont acceptées et même bien vues dans certains cas au sein de la société japonaise. Et dans cette vidéo, je vais te révéler ces raisons, alors écoute bien, surtout si un jour tu envisages d'épouser une japonaise. Mais avant que tu ne commences à dire que j'accuse toutes les japonaises d'être infidèles, je tiens à préciser deux choses. Premièrement, ce n'est pas une règle absolue et cela ne signifie pas que toutes les japonaises agissent ainsi. Même si c'est un phénomène relativement courant, cela ne veut pas dire que ta petite amie japonaise le fait ou le fera. Et deuxièmement, le Japon n'est pas un pays très conservateur, alors ne t'attends pas à ce que les Japonais pensent comme toi ou considèrent les mêmes choses comme étant incorrectes. Avec ces deux points clarifiés, il sera plus facile de comprendre le sujet de l'infidélité au Japon. L'une des premières choses que tu dois connaître, ce sont les clubs de Nampa. La culture du Nampa est étroitement liée à de nombreuses situations d'infidélité, et si tu ne sais pas ce que c'est, je vais te l'expliquer. Dans ton pays, il est courant de flirter dans la rue, dans les bars, ou d'aborder quelqu'un pour tenter une approche. Prépare-toi à voir comment le Japon pousse cette pratique à un autre niveau. Au Japon, il existe une pratique appelée Nampa, qui consiste essentiellement à ce qu'une personne, généralement un homme, aborde des inconnus, en particulier des femmes, dans des lieux publics comme les rues, les bars ou les clubs, avec pour seul objectif d'obtenir un rendez-vous ou même plus, si tu vois ce que je veux dire. Cela peut sembler étrange pour les étrangers, mais au Japon, c'est quelque chose de complètement normal, au point d'avoir un nom spécifique, Nampa. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que cette culture va bien au-delà de simples tentatives de drague dans la rue. Dans les bars et clubs japonais spécialisés dans le Nampa, en particulier les fameux hook-up bars, les choses deviennent encore plus intéressantes. Ces lieux sont connus pour attirer des personnes à la recherche de rencontres rapides et sans engagement. Et voici un secret que peu de gens connaissent. Beaucoup des personnes qui fréquentent ces bars sont mariées. Et oui, selon certaines sources, la moitié des clients portent déjà une alliance à leurs doigts. Ces bars fonctionnent avec des règles très spécifiques et sont souvent bien cachés. Ils offrent un haut niveau d'anonymat, il n'est pas nécessaire de s'identifier, il suffit d'entrer, de passer la sécurité et c'est tout. Tu te retrouves dans un environnement où personne n'a besoin de savoir qui tu es, ni si tu es marié. Le système est si bien organisé et conçu pour cet usage que certains de ces endroits vont jusqu'à proposer des savons inodores dans les toilettes, afin d'éviter de laisser toute trace sur le corps après une rencontre. On dirait une scène de film, n'est-ce pas? Tout est soigneusement pensé, mais c'est une réalité dans certains de ces lieux. Et tu sais ce qui est encore plus surprenant? Beaucoup de femmes mariées qui fréquentent ces bars le font parce qu'elles cherchent quelque chose qu'elles ne trouvent pas chez elles. Au Japon, comme nous allons le voir plus tard, le mariage est souvent perçu d'une manière plus fonctionnelle et le romantisme, l'amour et l'intimité finissent par passer au second plan, comme s'ils étaient devenus accessoires pour beaucoup de gens. C'est pour cela que ces bars deviennent une sorte de soupape de décompression pour ceux qui veulent vivre de nouvelles expériences sans nécessairement mettre leur mariage en péril.
Il est fascinant de voir comment le besoin de maintenir les apparences aux yeux de la société pousse certains à afficher un mariage parfait sur le papier, tout en menant une vie nocturne bien différente. Cela peut sembler choquant pour ceux qui viennent de cultures plus conservatrices, mais au Japon, cela fait partie de la dynamique sociale. Et encore une fois, je ne dis pas que tout le monde agit ainsi, mais c'est une pratique bien plus répandue qu'on ne l'imagine. Le plus étonnant, c'est que, dans de nombreux cas, le ou la partenaire de ces personnes est au courant, ou du moins le soupçonne, mais préfère simplement fermer les yeux. C'est une mentalité du type « si on n'en parle pas, alors ça n'est pas arrivé ». Donc, si tu pensais que l'infidélité était universellement condamnée, le Japon prouve que ce n'est pas toujours le cas. Ici, l'infidélité n'est plus simplement perçue comme un choix personnel ou un simple écart, tant qu'elle est pratiquée avec respect et discrétion. Comme je te l'ai mentionné plus tôt, le Japon possède une morale différente de la nôtre. Ce n'est pas un pays conservateur, et cela explique déjà beaucoup de choses. Alors qu'en Occident, l'infidélité est généralement perçue comme quelque chose de profondément répréhensible en raison des valeurs judéo-chrétiennes qui prônent le mariage et la fidélité, cette vision n'existe tout simplement pas de la même manière au Japon. Les choses y fonctionnent différemment, avec un attachement moindre au concept absolu du bien et du mal en matière de relations. C'est comme s'il existait des normes générales sur ce qui est acceptable ou non, mais qu'en fin de compte, chaque couple établissait ses propres limites. Environ 20% des Japonais ont admis avoir été infidèles à leur conjoint à un moment donné. Oui, une personne mariée sur 5 affirme avoir trompé son partenaire. Et selon une étude du Pew Research Center, le Japon figure parmi les 7 pays où l'infidélité est considérée comme moralement acceptable. Oui, acceptable. C'est bien le mot. Je ne dis pas que tout le monde l'applaudit ou l'encourage, mais la société japonaise tend à être bien plus tolérante envers ce genre de comportement, tant qu'il est pratiqué avec discrétion et sans provoquer de grands scandales. Et tu sais ce qui est encore plus intéressant ? De nombreux couples japonais considèrent l'infidélité selon une logique que l'on pourrait qualifier d'éthique non monogame. Cela peut sembler complexe, mais en réalité c'est assez simple. Pour certains couples, avoir des relations en dehors du mariage n'est pas perçu comme une trahison, tant que cela ne cause pas de souffrance émotionnelle au partenaire et n'affecte pas la relation. Personnellement, je trouve cela extrêmement étrange et difficile à comprendre, mais bon, ce n'est que mon opinion. Et bien sûr, tout cela varie d'un couple à l'autre. Pour eux, l'important est de maintenir l'équilibre et l'harmonie au sein de la relation, voire même de préserver l'image du mariage aux yeux de la société, même si cela implique d'accepter certaines pratiques qui peuvent sembler étranges de notre point de vue. Un autre point clé est que, pour de nombreux Japonais, l'idée qu'une seule personne puisse satisfaire tous leurs besoins ne semble pas très réaliste. En fait, beaucoup témoignent que, après le mariage et la naissance des enfants, les couples cessent de partager le même lit. Cette déconnexion finit par engendrer une mentalité de résignation. En d'autres termes, si le mariage a déjà rempli sa fonction principale, qui est de fonder une famille stable, le manque d'intimité physique ou émotionnelle n'est pas perçu comme une tragédie ou un problème, mais plutôt comme une étape naturelle du cycle de la vie. Personnellement, je ne partage pas cette vision, mais c'est un état d'esprit assez courant selon plusieurs études. Cela ne signifie pas pour autant que tous les Japonais sont infidèles, ni que cette pratique est encouragée ouvertement. Ce qui se passe, c'est que la société japonaise ne porte tout simplement pas le même fardeau moral que d'autres cultures à ce sujet. Pour beaucoup, l'infidélité n'est pas vue comme une rupture irréparable de la confiance, mais plutôt comme un choix personnel qui fait partie de la dynamique humaine. Mais alors, pourquoi le mariage au Japon ne suffit-il pas à certaines personnes ? Pourquoi tant de gens ont-ils recours à l'infidélité ? Alors qu'en Occident, l'idée du mariage est fortement liée à l'amour romantique, au Japon, il est perçu d'un point de vue beaucoup plus fonctionnel. L'objectif principal du mariage n'est pas nécessairement le bonheur personnel ni la connexion émotionnelle entre les époux, mais plutôt la construction d'une famille stable et l'intégration sociale. La vision du mariage au Japon est presque comme une étape nécessaire pour être considéré comme un adulte et faire partie de la structure sociale japonaise. Par exemple, de nombreux couples se marient parce qu'ils veulent avoir des enfants, une valeur toujours très importante au Japon. Mais ce qui se passe après, cela peut surprendre ceux qui viennent d'autres cultures. Après la naissance des enfants, de nombreux couples cessent tout simplement de dormir ensemble. Il n'est pas rare que le mari et la femme commencent à mener des vies pratiquement séparées sous le même toit. Ils coexistent, partagent des responsabilités et élèvent leurs enfants ensemble. Mais l'intimité physique et émotionnelle passe souvent au second plan.
Cette dynamique peut sembler très étrange à ceux qui ont grandi avec l'idée que le mariage doit être basé sur l'amour et la passion. Personnellement, j'y crois beaucoup. Mais au Japon, cette vision est bien différente. Pour de nombreux couples, le mariage est avant tout une association pratique centrée sur l'éducation des enfants et le maintien de la famille. Une fois cet objectif atteint, le manque d'intimité n'est pas perçu comme un problème majeur, mais plutôt comme quelque chose de naturel. Bien sûr, cela ne signifie pas que tous les couples japonais vivent ainsi. Il y a toutes sortes de personnes et tout le monde n'accepte pas cette mentalité. Les jeunes générations, par exemple, rejettent de plus en plus ces idées. Mais le point clé est qu'au Japon, le concept du mariage romantique, celui rempli de passion et d'affection constante, n'est pas aussi central que dans d'autres cultures. L'accent est souvent mis sur la construction d'une famille harmonieuse et le respect des rôles sociaux, même si cela implique de renoncer à certaines attentes romantiques. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et dites-moi en commentaire ce que vous pensez du mariage au Japon. Et si après cette vidéo, vous avez des doutes sur l'idée d'épouser une japonaise, pas de panique. Donnez votre avis en commentaire et on se retrouve dans la prochaine vidéo.